Allez, on va parler de conductivité et de la loi de Kohlrausch. Elle fait peur au début, cette loi, parce qu'il y a beaucoup de symboles bizarres dedans, mais elle n'est pas compliquée à comprendre, vous allez voir. Pour commencer, vous devez savoir ce que c'est qu'un courant électrique. C'est quand vous avez des charges électriques qui se déplacent, qui bougent. Et donc, pour qu'un matériau soit conducteur, il faut que dans ce matériau, il y ait des particules chargées qui puissent se déplacer. C'est possible dans les métaux, par exemple. La constitution particulière des métaux fait que les électrons sont plus ou moins libres de se déplacer. C'est pour ça qu'on fait circuler le courant dans des fils électriques qui sont souvent en cuivre. Et le courant électrique peut aussi circuler à travers une solution, à condition qu'il y ait des ions présents dans cette solution. Les ions sont des particules chargées, et c'est leur mouvement qui sera responsable du courant électrique à travers la solution. On a donc inventé une nouvelle grandeur, la conductivité, sigma, qui permet de mesurer avec quelle facilité le courant pourra traverser la solution. Alors comment on fait concrètement pour mesurer ça? On utilise un générateur qui va créer un courant, et on va s'arranger pour que ce courant passe par des électrodes plongées dans une solution. Donc le courant doit passer dans la solution s'il veut revenir au générateur. La portion de solution traversée va se comporter un petit peu comme une résistance électrique. On peut considérer qu'elle va à la fois laisser passer le courant, mais qu'elle va aussi résister un petit peu au passage du courant. Et c'est justement cette valeur de résistance qui permettra de mesurer si la solution conduit plutôt bien ou plutôt moins bien le courant. Comment on va pouvoir mesurer cette résistance? Eh bien, grâce à la loi d'Ohm, U égale RI, on peut retrouver la valeur de la résistance. On a donc besoin d'un voltmètre, branché en parallèle comme d'habitude sur la solution. Et on a besoin aussi d'un ampèremètre, qui lui sera branché en série dans le circuit. Avec ces deux instruments, on a U et on a I, donc on peut calculer R. Et en fait, on a inventé une nouvelle grandeur qu'on appelle la conductance, qui est juste l'inverse de la résistance, par définition, et qu'on peut mesurer expérimentalement tout aussi facilement grâce à notre ampèremètre et notre voltmètre. Il n'y a pas de piège dans le nom, plus la conductance d'une solution est grande, plus la solution conduit bien le courant. Pour les unités, le courant est en ampères, la tension en volts et la conductance en Siemens. De quoi elle dépend cette conductance? Elle dépend d'abord de la surface des électrodes, S. Alors c'est la surface immergée qui compte. Elle dépend aussi de l'écartement entre les électrodes, L. Et elle dépend aussi bien sûr de la solution elle-même, dont le comportement sera représenté par sigma, qui est la conductivité. Mathématiquement, on voit que plus la surface des électrodes est grande, plus la conductance est grande. C'est un peu logique. Plus la surface est grande, plus le courant il a de la place pour traverser. C'est comme s'il avait une autoroute devant lui. Donc le courant passera mieux. Au contraire, si on augmente l'écartement entre les électrodes, le courant passera moins bien. Le courant aura plus de mal à traverser une forte épaisseur de solution. Et la conductivité sigma, elle sert à quoi? Eh bien, elle représente le comportement intrinsèque de la solution vis-à-vis du passage du courant, indépendamment de la dimension des électrodes. Le problème de la conductance, c'est que c'est pas vraiment une grandeur propre à une solution, puisque ça dépend aussi des électrodes qu'on a choisies. Alors que la conductivité, elle sera vraiment propre à la solution. C'est pour ça qu'on l'a inventée. Et là aussi, il n'y a pas de piège avec le nom. Une solution avec une forte conductivité, c'est une solution qui est bien conductrice. Si on analyse un petit peu les unités du système international dans cette formule, on se rend compte que la conductivité est en Siemens par mètre. Et au labo, en chimie, on peut mesurer directement la conductivité sigma d'une solution grâce à un conductimètre. C'est l'appareil qu'on voit à droite. Cet appareil contient en fait un équivalent du circuit qu'on a à gauche, et les deux électrodes sont cachées à l'intérieur de l'embout en plastique, et c'est cet embout qu'on va plonger dans la solution. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans le détail. Qu'est-ce qui, dans la solution, peut avoir une influence sur sigma? Eh bien, c'est la loi de Kohlrausch qui nous le dit. Mais il y a beaucoup de symboles bizarres dans cette loi, donc on va plutôt voir ce que ça donne sur un exemple. Imaginez que vous mettez du chlorure de sodium dans de l'eau. Il se dissocie en ions. Eh bien, la loi de Kohlrausch nous dit que la conductivité de la solution sera égale à un coefficient lambda pour les ions sodium multiplié par la concentration des ions sodium plus un coefficient lambda pour les ions chlorure multiplié par la concentration des ions chlorure. Les coefficients lambda, c'est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique d'un ion. Vous avez quelques exemples dans le tableau, mais ce ne sont pas des valeurs à apprendre par cœur. Le fait que cette grandeur existe et soit différente d'un ion à l'autre, ça nous dit que les différents ions ne vont pas tous conduire aussi bien le courant les uns que les autres. Plus le lambda d'un ion est fort, plus la conductivité de la solution sera grande. Si vous comparez par exemple le lambda du magnésium et le lambda du chlorure, on voit tout de suite que les ions magnésium sont plus efficaces pour conduire un courant que les ions chlorure. Et la conductivité d'une solution dépend aussi de la concentration des ions. Plus la concentration est forte, plus la conductivité est forte.
Et c'est normal, on a dit tout à l'heure que ce sont les ions en fait qui sont responsables du passage du courant dans une solution. Vous voyez que pour chaque ion, on a multiplié sa valeur de lambda par sa concentration. C'est ce que nous dit la formule en haut, de manière pas très claire. I est censé représenter le numéro de n'importe quel ion X. Et on doit faire la somme de ce produit lambda fois concentration pour chaque ion présent dans l'eau. La somme, c'est le signe sigma majuscule qu'on voit ici, à ne pas confondre avec le sigma minuscule à gauche, qui représente la conductivité. Et oui, en grec aussi, il y a des majuscules et des minuscules. Donc au final, on voit que la conductivité d'une solution dépend de la concentration des ions et aussi de la nature des ions dissous par l'intermédiaire de la nouvelle grandeur lambda, qui est unique pour chaque ion. Alors évidemment, vous pouvez mettre plusieurs solutés dans une solution. Si vous mettez un peu de chlorure de sodium et un peu de nitrate d'argent, eh bien dans la loi de Colroche, vous retrouverez un nouveau terme pour chaque ion présent. Si vous avez 4 ions qui se baladent, vous avez une somme de 4 termes dans votre loi de Colroche. Alors pour les unités maintenant, il faudra s'adapter en fonction des données de l'énoncé, et notamment de l'unité de lambda. Le tableau nous dit que c'est en millisiemens mètre carré mol moins 1. On a vu tout à l'heure que la conductivité, c'est normalement en siemens par mètre. Mais comme lambda est donné en millisiemens, on va plutôt avoir ici des millisiemens par mètre. C'est une petite variante, ça change pas grand-chose. Et nos concentrations, est-ce qu'on va les mettre en mol par litre, comme d'habitude en chimie? Eh bien non, si on analyse les unités, on voit que ça colle pas. Il faudra exprimer les concentrations en mol par mètre cube dans cette formule. C'est la seule solution pour obtenir des mètres moins 1 à droite du signe égal, tout comme on a des mètres moins 1 à gauche du signe égal. Et donc, attention, on n'a pas l'habitude d'utiliser cette unité pour les concentrations en chimie. C'est l'unité du système international, en fait. Et la principale source d'erreur dans les calculs avec la loi de Kohlrausch, c'est de ne pas mettre la bonne unité pour la concentration. Vous êtes prévenus. D'ailleurs, cette loi de Kohlrausch n'est valide que pour des solutions qui sont pas trop concentrées, on va dire en dessous de 10-2 mol par litre. Quand les solutions deviennent trop concentrées, la loi commence à ne plus très bien marcher, c'est-à-dire qu'elle commence à s'écarter un peu trop des valeurs mesurées expérimentalement. Alors une dernière chose, dans certains exercices, vous aurez besoin de relier la conductivité sigma et la concentration en soluté apportée, C0. Par exemple, si on introduit 3 millimoles de chlorure de magnésium dans 500 millilitres d'eau, quelle est la concentration en soluté apportée au départ? C'est 3 millimoles divisé par 500 millilitres. Ça nous donne 3 sur 500, c'est-à-dire 6 sur 1000, c'est-à-dire 6 10-3 moles par litre. C'est ça qu'on appelle la concentration apportée au départ, c'est la concentration du solide qu'on a mis dans l'eau, avant que le solide se dissocie dans l'eau. Parce que oui, c'est un solide ionique. Donc si on le met dans l'eau, on obtient des ions dissous, un ion magnésium et 2 ions chlorure. Et donc si vous partez d'une concentration C0 en solide au départ, et si on fait l'hypothèse que la dissociation est totale, c'est-à-dire qu'il reste plus de solide à la fin, alors on retrouve après dissociation C0 mol par litre pour l'ion magnésium et le double pour l'ion chlorure à cause du coefficient stoichiométrique 2. Ça nous permet d'écrire la loi de Kohlrausch avec deux termes qui correspondent à nos deux ions, mais chaque concentration peut être reliée à C0. On peut d'ailleurs factoriser par C0 et on obtient bien une équation qui relie la conductivité à gauche et la concentration apportée en soluté à droite. Je vous rappelle que les grandeurs lambda sont en général données dans les exercices, donc on les connaît, et donc l'équation qu'on obtient sera en général utilisée de deux façons possibles. Soit vous savez à l'avance combien vous avez mis de soluté dans l'eau, et vous pouvez prévoir par le calcul la conductivité qu'aura votre solution, qui sera l'inconnu. Soit au contraire, face à une solution inconnue, vous faites une mesure expérimentale de la conductivité, et ça vous permet de retrouver la concentration de cette solution inconnue. En gros, vous faites un dosage. Dans la prochaine vidéo, on verra comment la conductivité évolue au cours d'un titrage conductimétrique, parce que c'est une question pas facile qu'on croise souvent dans les sujets de bac.